Aujourd'hui, nous examinons une affaire du début du 19e siècle. Alors, installez-vous confortablement pendant que nous partons pour la France. Pierre-François Lezaner est né le 20 décembre 1803 dans la ville française de Lyon. Il était le quatrième enfant et le deuxième fils de monsieur Jean-Baptiste Lezaner et de son épouse, madame Marguerite Gaillard. Dès son plus jeune âge, Pierre croyait qu'il n'était pas désiré par ses parents, surtout parce que sa mère préférait clairement son frère aîné, Jean-Louis. Pierre comprenait qu'en tant qu'aîné des garçons, son frère hériterait des biens de leur père, le laissant devoir tracer sa propre voie. Cette réalité devint encore plus évidente lorsque Pierre fut envoyé à l'école, tandis que Jean-Louis bénéficiait d'un précepteur privé. Malgré ces difficultés, Pierre s'est révélé être un érudit accompli. En octobre 1813, il s'inscrivit au collège de Saint-Charmant, où il se fit rapidement remarquer comme un élève brillant, notamment en littérature, remportant 4 prix pour ses réalisations. Cependant, à la fin de l'année scolaire 1816, un camarade de classe révéla à son père que Pierre avait tenu des propos favorables à la religion protestante. Cela indigna M. Jean-Baptiste Lassanet, qui retira immédiatement son fils du collège et le plaça à la place dans une école catholique. Dans le petit village d'Alice, situé à environ 30 km au nord de Lyon, Pierre étudiait avec assiduité et était loué par ses professeurs pour ses résultats scolaires exceptionnels. L'année suivante, Pierre commença ses études dans un collège à Lyon, où il se retrouva parmi plusieurs camarades tout aussi intelligents que lui. Malheureusement, son séjour là-bas fut de courte durée, car il fut expulsé en mars 1818 à la suite d'une révolte étudiante. Il se vit alors proposer un apprentissage chez un fabricant de soie, qu'il accepta avec plaisir. Cependant, à cette époque, en France, les apprentissages n'étaient pas rémunérés ou n'offraient qu'une compensation minimale. Et à cause de cela, Pierre commença à rencontrer des difficultés financières. Son père lui conseilla de rentrer, promettant de lui apprendre le commerce. Pierre suivit ce conseil. Et bien qu'il ait appris très rapidement, il était évident qu'il voulait vraiment retourner aux études académiques. Ainsi, en octobre 1818, Pierre fut inscrit au Collège royal de Chambéry. Malheureusement, il ne profita pas de cette opportunité et fut expulsé 1 an plus tard pour s'être battu physiquement avec un prêtre qui l'accusait de comportement inapproprié. Sachant qu'il avait déçu son père, il hésitait à rentrer chez lui et chercha du travail ailleurs. Il finit par obtenir un poste chez un avocat à Lyon où il espérait reconstruire sa vie et acquérir une certaine stabilité financière. Cependant, en 1820, il se retrouva de nouveau dans une situation financière difficile. N'ayant pas d'autre choix, il décida à contre-cœur de retourner chez ses parents. Une fois sur place, il découvrit que l'entreprise de son père n'était plus prospère et que la famille faisait face à d'importantes difficultés financières. La pression de leurs difficultés économiques créa une atmosphère tendue dans la maison, ce qui entraîna des disputes fréquentes et un sentiment croissant de frustration. Malgré ces difficultés financières, la tension croissante à la maison devint insupportable, si bien qu'il était déterminé à fuir les conflits constants et à trouver un semblant de paix. Pierre est retourné au cabinet d'avocat à Lyon, même si cela signifiait qu'il devrait continuer à vivre dans une situation financière précaire. Il a travaillé à Lyon pendant les 4 années suivantes avant de déménager à Paris en 1824. Il avait une tante rue Bar-du-Bec. Elle a accepté d'héberger son neveu. Pierre avait toujours eu un don pour les mots. Alors, pendant son séjour à Paris, il s'est lancé dans une carrière littéraire, écrivant des poèmes et livrant des performances captivantes dans de petits théâtres. Malgré ses efforts, il n'a reçu ni salaire ni reconnaissance officielle. Cependant, après que certains de ses travaux aient été publiés dans les journaux, son enthousiasme pour l'écriture diminua à la fin de 1825, désabusé par la vie à Paris, il décida de chercher de nouvelles opportunités ailleurs. Mais il était sans le sou. Ainsi, utilisant un faux nom, il s'engagea dans un régiment suisse qui servait en France. Il monta rapidement au grade de quartier-maître, mais il n'aimait pas la vie militaire. Alors il déserta et retourna à Lyon. Ayant besoin d'un emploi, il devint vendeur de spiritueux, ce qui l'amena à voyager à Paris, en Angleterre et en Écosse. Cependant, il continua à jouer et à dépenser au-delà de ses moyens, ce qui le conduisit de nouveau à des difficultés financières. Il se tourna vers sa famille, mais ayant leurs propres problèmes, ils refusèrent de l'aider. Dans une tentative désespérée d'obtenir des fonds, Pierre eut recours naïvement à la falsification. Il continua d'utiliser le nom Lassner, permettant à la police de remonter aisément les falsifications jusqu'à lui. Comme il n'avait pas d'argent,
C'était encore à sa famille de rembourser les dettes que ces faux billets avaient engendrées. À ce stade, le frère de Pierre, Jean-Louis, avait décidé qu'il ne devait plus le soutenir. Il pensait que Pierre était incapable de mener une vie normale et qu'il serait toujours un fardeau pour les finances de la famille. Malgré cela, Pierre a continué à chercher sa place dans la société. Au début de 1828, il est allé à Genève, mais après avoir été dénoncé par un complice suisse, il s'est engagé dans un duel fatal pour revenir rapidement à Lyon. Cependant, il avait de nouveau accumulé des dettes, que son père accepta une fois de plus de régler. La condition était que Pierre s'engage dans l'armée, mais cette fois sous son vrai nom. N'ayant pas d'autre option, Pierre accepta et s'inscrivit en mai 1828. Sans surprise, il échoua dans ses fonctions et fut sanctionné par son régiment en mars 1829. Incapable d'accepter l'autorité, il déserta une fois de plus. Sa vie était devenue une succession d'occasions manquées, chacune le laissant insatisfait et agité. Pierre admirait beaucoup un homme nommé Eugène François Vidocq, ancien chef de la police nationale française. Il était bien connu en France pour ses efforts de modernisation des forces de l'ordre et son utilisation de nouvelles techniques d'enquête. Cependant, M. Eugène François Vidocq avait lui-même autrefois été du mauvais côté de la loi et possédait une histoire remarquable de rédemption. Il avait purgé une peine de prison pour agression et falsification, s'était évadé puis avait été repris, et avait finalement reçu une grâce royale. Dans ses mémoires, il décrivait la prison comme une université du crime où il avait acquis les connaissances qu'il put ensuite utiliser dans ses fonctions de policier. Cette idée fascinait Pierre. Inspiré à suivre une voie similaire, il décida de se faire condamner et d'aller en prison afin d'acquérir de l'expérience criminelle. Pour ce faire, il commit un vol et tua un homme lors d'un duel. Bien sûr. Cependant, il fut arrêté, mais pas pour avoir tué un homme lors d'un duel. À la place, il fut accusé d'avoir fui la scène d'un crime. Mais cela avait peu d'importance puisque son objectif avait été atteint et en septembre 1829, il fut condamné à 1 an de prison. Il fut d'abord envoyé à la prison de Bicêtre avant d'être transféré à Poissy, où il rencontra Victor Avril, Jules Baton et Jean-François Chardonne. 3 criminels notoires qui étaient tous bien connus de la police. Pierre fut libéré à la fin de 1830 et trouva du travail comme écrivain public, mais il fut de nouveau attiré par des activités criminelles et la perspective d'un gain rapide. Pendant les années suivantes, sa vie devint un cycle d'emprisonnement et de liberté temporaire. Pendant l'une de ces périodes derrière les barreaux, il se lia d'amitié avec un groupe d'activistes républicains et réussit à publier anonymement plusieurs poèmes dans leur bulletin d'information anti-establishment. Il fut libéré en août 1834 et, alors qu'il peinait à trouver du travail, il retourna à sa vie de crime. À la fin de l'année 1834, Pierre retrouva une fois de plus Victor Avril, qu'il s'était lié d'amitié avec lui lors de son incarcération à la prison de Poissy. Ils avaient entendu que leur ancien compagnon de cellule, Jean-François Chardonnet, avait obtenu beaucoup d'argent. En se faisant passer pour un prêtre et en vendant de faux objets religieux, les 2 hommes décidèrent qu'ils devaient le débarrasser de cette prétendue fortune. Alors, par un froid matin de décembre, ils se rendirent à la maison qu'il partageait avec sa mère, passage du Cheveu Rouge. Jean-François ouvrit la porte. Pierre et Victor entrèrent précipitamment. Pierre brandit un poignard et attaqua l'homme sans méfiance, tandis que Victor le frappa avec une hachette quelques instants plus tard. Jean-François Chardon était mort. En cherchant de l'argent dans la maison, ils trouvèrent la mère du défunt dans son lit. Ne voulant laisser aucun témoin de leur crime atroce, ils l'étouffèrent avec son propre oreiller. Cependant, les rumeurs concernant la richesse de Jean-François se révélèrent fausses, car ils ne réussirent à trouver que 700 francs dans sa maison. Malgré cela, Pierre déclara que le crime était un triomphe. Personne ne fut immédiatement arrêté pour les 2 meurtres du passage de Cheval Rouge. Pierre, cependant, était toujours désespérément à court d'argent. Alors, avec un voleur notoire nommé Hippolyte François, il élabora un plan pour commettre une fraude élaborée. Il allait encaisser un chèque falsifié, exploitant le processus bancaire des années 1830 où un employé de banque livrait de l'argent liquide à une adresse convenue. Une fois le chèque encaissé, Pierre se rendit dans la ville de Dijon et présenta un chèque falsifié sous le nom de Drevenhouse. Il donna alors au guichetier une adresse et lui demanda de livrer 3000 francs. Cependant, lorsque l'employé de banque arriva pour remettre l'argent, Pierre et Hippolyte tentèrent de le voler. Heureusement, l'employé réussit à s'échapper et signala immédiatement l'incident à la police. Pendant ce temps, Victor Avril fut de nouveau arrêté à Paris. Ainsi,
Afin de tenter de négocier une peine plus clémente, il révéla l'implication de Pierre et Hippolyte dans l'escroquerie de la banque de Dijon. Il donne aussi à la police l'adresse de la tante de Pierre. Des agents furent aussitôt envoyés la voir. Elle vivait alors dans la crainte de son neveu, et il donna à la police une description détaillée de Pierre, y compris tous les pseudonymes qu'il utilisait habituellement. Avec ces nouvelles informations, les agents se rendirent à Dijon, où ils arrêtèrent Pierre, qui utilisait le pseudonyme de Lacenaire. Bien qu'il ait admis sa véritable identité, il affirmait être totalement innocent de tout crime. Néanmoins, il fut inculpé de faux, de tentative de vol contre un employé de banque et fut emprisonné en attendant son procès. Cependant, alors qu'il était en prison, il fut attaqué par d'autres détenus, apparemment payés par Hippolyte François pour garantir son silence. Maintenant, craignant pour sa vie et ayant appris que Victor Avril l'avait trahi, Pierre a avoué non seulement l'agression contre l'employé de banque, mais aussi le meurtre de François Chardon et de sa mère. Lorsque les policiers lui ont rappelé que cet aveu pouvait le conduire à l'exécution, Pierre a répondu « Ça m'est égal, du moment que ça en finit avec ces deux-là ». Le procès de Pierre-François Lacenaire, Victor Avril et Hippolyte François a commencé le 12 novembre 1835 à la cour d'assises de la Seine à Paris et s'est révélé être un véritable événement. Il semblait que les autorités utilisaient ce procès comme un moyen de détourner l'attention du long procès découlant des émeutes républicaines de 1834 et du procès imminent de Joseph Fieschi, un conspirateur d'origine italienne qui avait tenté d'assassiner le roi Louis-Philippe le 28, juillet 1835. Fieschi, avec ses complices, avait conçu une machine infernale comportant 25 canons qui avaient été conçus pour tirer simultanément. Elles avaient été placées stratégiquement le long des parcours de parade du roi sur le boulevard du Temple à Paris, mais leur tentative d'assassinat a échoué. Mais tragiquement, ils ont coûté la vie à 18 personnes, dont le maréchal Mortier, une figure militaire éminente. La presse et le public furent rapidement captivés par le procès, en particulier par la figure énigmatique de Pierre. Il dominait la salle d'audience, la transformant en sa propre scène personnelle. Son charisme et son comportement théâtral fascinaient les spectateurs, transformant la procédure judiciaire en un spectacle dramatique. Son esprit vif et ses discours éloquents étaient largement rapportés, et les gens suivaient chaque rebondissement du procès avec un vif intérêt. L'affaire est devenue une véritable sensation. Avec la personnalité hors du commun de Pierre au centre de l'attention, en contraste frappant avec ses co-accusés, Pierre était articulé et raffiné, défiant l'apparence de ce à quoi un criminel était censé ressembler. Il a même fait de son procès un événement mondain en déclarant « Je tue un homme comme je bois un verre de vin ». Cette phrase, bien sûr, a été reprise par les journaux et largement relayée. Malgré l'étiquette généralement stricte attendue dans les tribunaux français, le comportement théâtral de Pierre a captivé l'attention de toute la ville de Paris. Étonnamment, au lieu d'être réprimandé, il a été autorisé à continuer de la même manière, ce qui a mis en évidence le caractère extraordinaire du procès et l'intérêt considérable qu'il a suscité auprès du public. Les femmes semblaient particulièrement attentives au déroulement du procès, apparemment fascinées par la personnalité romancée de l'accusé qui, avec un air d'indifférence détachée, a reconnu ses crimes. Cependant, il a également rejeté la faute sur Victor Avril et Hippolyte François, déclarant au tribunal qu'ils étaient tout aussi coupables. On pensait que Pierre croyait que leur trahison passée à son égard justifiait une punition collective. Pierre a été défendu par un avocat bien connu et réputé, qui a tenté de convaincre le juge que son client était en réalité fou. Il a présenté des arguments convaincants pour susciter la sympathie du tribunal. Cependant, malgré ses efforts, les aveux précédents de Pierre et les preuves accablantes contre lui ont éclipsé toute tentative de l'innocenter. À la fin du procès, Pierre-François Lacenaire et Victor Avril ont tous deux été reconnus coupables des meurtres brutaux de Jean-François Chardonnet et de sa mère. Ils ont alors été condamnés à mort. Hippolyte François a été reconnu coupable de fraude et a été condamné à la réclusion à perpétuité. Le verdict et les peines ont bien sûr été contestés en appel. Pendant qu'il était en prison, en attendant la décision de son appel, Pierre a écrit ses mémoires et plusieurs poèmes. Cela a encore renforcé sa réputation d'homme cultivé. Son appel a finalement été rejeté, et le 9 janvier 1836, avec Victor Avril, Pierre a été exécuté à la prison de Ballières-Saint-Jacques. Pour son exécution, il portait une redingote bleue, qui a ensuite été achetée par des collectionneurs d'objets macabres et sinistres.
et cela n'a fait qu'ajouter à la légende qui s'était développée autour de lui tout au long de sa vie. Même dans la mort, Pierre-François Lassaner a réussi à captiver l'imagination du public. Ses écrits et les détails sensationnels de son procès ont créé l'image durable d'un criminel cultivé mais impitoyable. Cette combinaison d'intellect et de brutalité a fait de lui une figure à la fois crainte et fascinante, assurant sa place dans l'histoire comme l'un des criminels les plus notoires de son époque. Bonjour à tous et merci beaucoup de votre écoute. Comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser vos commentaires ou retours et j'espère vous retrouver tous lors du prochain Briefcase.